Bonjour, mardi 4 mai, cours numéro 21. Alors, deuxième cours sur l'économie de la crise Covid, quelques remarques, hein, on ne va pas épuiser tout le sujet. Alors en fait, ce deuxième cours va permettre de terminer le panorama de vocabulaire que je veux vous faire sur la notion de crise, parce que crise Covid certes, mais crise avant tout. Donc séance un peu plus courte que la précédente, et avec ces deux séances, vous aurez à avoir plutôt des notions de base, un petit peu du vocabulaire sur la crise et les fluctuations, des repères sur la nature des crises, ça c'était la fois dernière, et aujourd'hui quelques repères sur les explications des crises, hein. Des repères sur les explications des crises. Alors, un panorama, on ne va pas lister chaque détail, mais on va essayer de vous donner des repères. Et avec ces deux séances, donc la séance dernière et la séance d'aujourd'hui, et les notions posées, on va pouvoir flécher, étiqueter cette crise Covid du point de vue économique, bien sûr, hein. Voilà. Alors, les explications des crises, donc panorama, j'ai expliqué ça, ça va être le grand C aujourd'hui. Alors pour de la clarté un peu pédagogique et en reprenant ce qui se fait dans nombre de manuels sur la question, j'ai repris la distinction entre les explications dites exogènes et les explications dites endogènes. Alors un phénomène est exogène quand il est généré à l'extérieur de quelque chose. Donc ici, exogène à l'économie proprement dit, ça veut dire que euh, les explications mobilisées affectent l'économie, mais sont supposées plutôt extérieures à l'économie au sens strict, au sens où ça ne dépend pas du comportement direct des agents économiques. Et par différence, les explications endogènes, ce sont des explications qui sont générées de l'intérieur, donc ici de la science économique, et donc ici ce sont des explications qui tournent plutôt autour du comportement des agents économiques qui produiraient directement les fluctuations et donc en particulier les crises. Voilà. Donc explication endogène des crises, explication exogène, endogène, exogène, exogène, endogène. Alors ce sont des repères, il ne faut pas nécessairement sacraliser avec des frontières hermétiques, mais ce sont des points de repère, des simplifications du réel pour essayer de dire deux, trois choses pertinentes sur les phénomènes qui se déroulent. Alors, les explications exogènes des crises sont des explications généralement en termes de choc, hein, c'est ainsi que l'on nomme. Alors, lorsque les premiers économistes début 19e sont tentés de s'intéresser aux fluctuations de l'activité économique, des gens comme le classique français Jean-Baptiste Say, là au tout début du 19e siècle, qui était lui donc persuadé que la tendance naturelle de l'économie c'était l'équilibre, et donc il ne percevait la crise que comme la conséquence d'un choc qui était extérieur à l'économie. Donc c'est un petit peu le début, hein, de ces approches en termes de choc, un choc externe. Et donc l'économie fonctionnait selon lui harmonieusement si on laissait faire les individus, et un certain nombre de choses pouvaient perturber le bon fonctionnement de l'économie, comme des guerres, des mauvaises récoltes, l'intervention de l'État, voilà, hein, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu, sans faire la généalogie absolue, mais c'est un petit peu le début des grandes explications en termes de choc. Alors, par-delà tel ou tel courant de pensée, tel ou tel courant d'auteur, euh, on peut avoir des chocs qui sont plutôt dits des chocs de demande, hein, par lesquels la demande globale de biens et services est modifiée à la hausse, dans le cas d'un choc positif, ou à la baisse, un choc négatif, par la survenue d'un événement particulier, et d'autre part des chocs d'offres qui
concerne davantage donc l'offre globale, la production et ses conditions techniques qui sont affectées, là aussi, soit à la hausse, un choc positif, soit à la baisse, un choc négatif, un choc d'offre négatif. Donc, voilà, souvent on prend des repères, choc de demande, choc d'offre, suivant l'aspect qui est plus touché en termes de crise, et aussi bien positif que négatif. Alors, on considère souvent comme exogènes les phénomènes qui ne sont pas déterminés directement donc, par le fonctionnement normal de l'économie, qui soit aussi bien monétaire que de nature non monétaire, on dit réelle. Alors, par exemple, grand classique, la nature, donc les catastrophes naturelles, les variations climatiques, les épidémies, les famines peuvent rentrer dans cette catégorie de chocs. Des chocs liés davantage à la sphère politique, donc des choses qui vont concerner les guerres, les moments de révolution, des troubles en tout genre, hein, mais pour certains aussi l'action normale de l'État dans le domaine juridique, des modifications de lois, de règlements, de traités. Donc par exemple, est-ce que le Brexit est un choc externe pour le, hein, voilà, ou économique, des impôts, des taxes et des subventions. Certains auteurs ont étudié la recherche s'il y avait des liens entre les rythmes électoraux et les rythmes des fluctuations, éventuellement les couleurs politiques, les rythmes électoraux et les fluctuations économiques, donc c'est ce qu'on appelle les cycles politico-économiques. Alors quand je dis cycle, c'est au sens de fluctuation, ça ne veut pas dire périodique, hein, c'est comme le disent les anglo-saxons, la fluctuation, hein, que ce soit erratique ou régulière. Chocs liés à la nature, à la sphère politique, des chocs liés à la population et à la démographie, donc des variations de la population globale, des modifications de comportements démographiques, structurels, des migrations nationales, internationales, je sais pas moi, les rapatriés d'Algérie, vous voyez, par exemple, là, vous avez un choc démographique, migratoire, assez brutal, quoi, sur la démographie française, et donc, par ricochet, sur l'économie. Hein. Cela peut être aussi des chocs liés à des techniques, donc des découvertes, des inventions de rupture, hein, des inventions radicales qui vont modifier, impacter fortement l'économie. Certains y mettent dans ces chocs aussi des chocs liés à la culture, donc dans le domaine des religions, des traditions, les modes de vie, les représentations sociales. Donc, si, je sais pas moi, si un pays connaît une phase ou d'épuration ethnique, où on expulse en 1492, là, avec la Reconquista, en Espagne sur le monde arabo-musulman, l'expulsion des Morisques, vous voyez, bon, on peut trouver des conséquences ensuite économiques là-dessus. Donc voilà, le progrès technique, on en a parlé. Les modifications de comportement peut-être des ménages dans les modes de consommation. Hein. Alors là aussi, le terme de choc renvoie à une idée, un peu brutale. Les modes de consommation qui changent, c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas dans un claquement de doigts ou sur un temps court, peut-être long. Donc vous voyez, hein, ce sont des points de repère, il ne faut pas exagérer. On peut tenter de le comprendre en termes de choc ou en termes plutôt endogènes. Hein. Ce sont des axes, des possibilités pour la recherche, et on voit parmi les simplifications celles qui donnent le meilleur rendu pour essayer de rendre compte des faits. En fait, c'est ça, quoi. C'est une approche extrêmement modeste, hein, des choses. Les habitudes d'épargne aussi, l'attitude face au travail, à l'impôt, hein, donc des paramètres plus comportementaux
si tant est qu'il change, hein, voilà, assez fortement, hein, pour impacter l'activité économique. Ça peut être l'attitude aussi des entrepreneurs, pas uniquement que des ménages, sur l'optimisme, la confiance, des choses qu'on mesure, qu'on essaie de mesurer assez fortement. Hein. C'est pas qu'un gadget journalistique. Hein. L'INSEE développe toute une méthodologie pour essayer de mesurer ce qu'on appelle le moral des ménages, pour les entrepreneurs, pour essayer de mesurer la notion d'anticipation, les vues sur l'avenir, hein, et des choses pour ensuite les intégrer dans des modèles de prévision. Hein. Donc, soit vous regardez dans quel sens volent les oiseaux, comme les augures de l'Antiquité, soit vous essayez de développer de la méthodologie, de l'enquête qualitative, quantitative. Voilà, hein. Mais oui, ces baromètres de l'opinion ne sont pas forcément que de la poudre de perlimpinpin, quoi, ou des choses. Ça peut être très scientifique. Hein, voilà. Aussi, il y a de tout, il faut trier. Voilà, donc voilà une petite panoplie de points qui pourraient, dans certains cas, être pris comme des chocs et qui pourraient expliquer des bouleversements de l'activité économique et donc en particulier pour nous des situations de crise, donc des explications exogènes. La crise viendrait de ces points qui sont considérés comme plutôt extérieurs au comportement direct des agents économiques. Alors plus ou moins, voilà, ça dépend des situations, des moments, des époques. Voilà. C'est assez contingent. Alors des explications aux crises qui peuvent être plutôt, elles, donc endogènes. C'est l'autre aspect, les explications endogènes. Alors, il y a des explications qui sont plutôt, on va séparer de façon assez classique, ce qui est monétaire et ce qui ne l'est pas. Alors, en termes de dominante, bien sûr. Hein. Donc, les explications monétaires des fluctuations, alors souvent de moyen terme, hein, pour expliquer ce qu'on appelle le cycle des affaires ou le business cycle, hein, voilà. Mais là aussi, avec cycle au sens de fluctuation, hein, je n'induis pas de régularité. Il y a eu des recherches dans l'histoire hein, sur la régularité des fluctuations et au fur et à mesure que les mathématiques font des progrès dans l'histoire et que les économistes les intègrent, qu'on progresse sur les données, plus en fait cette idée de régularité qui a passionné un peu à la fin 19e, début 20e disparaît. Et on ne retrouve pas de régularité au sens de périodicité, voilà, plus exactement, de certaines fluctuations. Donc, on prend cycle au sens hein, de fluctuation, au sens le plus neutre possible. Alors, des explications plutôt monétaires des fluctuations sur moyen terme. Hein. Alors, c'est quelque chose qui a été, dans un premier temps, assez important au XIXe siècle, où l'émission de monnaie dans l'économie était très liée à l'organisation du système de change entre les monnaies, entre les pays. Et ce système de change entre les monnaies, entre les pays, a longtemps été organisé autour de ce qu'on appelle les talons or, avec différentes variables. Et ces disciplines de l'étalon or, le fonctionnement interne de l'étalon or et son fonctionnement externe avaient un impact sur l'activité économique domestique et monétaire en particulier. Et donc le rôle des banques, de la Banque centrale, était entièrement centré non pas sur la conjoncture, comme on le voit depuis 70 ans, mais étaient essentiellement des sous-produits d'une fluctuation du système de change et de la gestion des devises entre elles. C'était la grande question. Donc, on ne va pas le faire ici puisque c'est un petit peu dépassé, mais si on avait à expliquer des crises au 19e ou jusque dans les années 30, les explications monétaires liées au fonctionnement de l'étalon or et de ses disciplines et de ses conséquences seraient un morceau important.
Alors, pour nous, aujourd'hui, qui avons plutôt à aller au bout sur une crise Covid, l'étalon or, c'est terminé, on est en régime de change flexible. Par contre, les aspects monétaires pour aujourd'hui peuvent être des explications endogènes au sens où, dans nos économies, le comportement des banques centrales, le comportement des banques et donc la gestion de la monnaie en circulation de façon plus large peut être une explication endogène, c'est-à-dire le comportement de ces acteurs économiques peut avoir une portée explicative forte parfois sur le déroulement ou la survenance de crises. Par exemple, c'est assez remarquable, vous avez un consensus, quels que soient les courants de pensée, sur la réaction, pour juger le comportement de réaction des banques centrales lors de la crise de 29, et où finalement le consensus est que les banques centrales, au lieu d'aider les agents à passer le crack du jeudi noir, ont mené des politiques extrêmement restrictives, et alors au sens plein du terme, et pas au sens où on emploie aujourd'hui. Et donc ces politiques ont contribué à approfondir la crise et créer la dépression, et tout le monde est d'accord avec le recul que c'était l'inverse qu'il fallait faire. D'ailleurs, lors de la crise du subprime, un enseignement dont on peut dire que cette crise est de nature endogène et en grande partie monétaire et même financière, et le comportement des banques et plus largement des banques centrales et des marchés financiers a alimenté la crise. Par contre, on voit bien que enseignement de la crise de 29 a été tiré, puisque au lieu de mener une politique d'austérité, les banques centrales ont inondé de liquidités pour sauver les acteurs, à l'inverse de ce qui a été fait donc dans les années 30. Alors ça peut poser d'autres problèmes, mais en tout cas ça évite d'avoir une conjoncture type années 30 par la suite. Donc vous voyez le comportement monétaire, si on laisse tomber les talons or qui est très historique, le comportement des acteurs comme les banques et les banques centrales, et plus largement tous les agents financiers sur les marchés financiers, eh bien ces comportements économiques peuvent être des explications fortes des fluctuations et des crises de façon contemporaine. Des explications monétaires, certes, mais des explications également de type réel, alors réel pour signifier non monétaire. Alors, si on cherche à faire ce panorama, pour être clair, parmi les grandes familles d'explications réelles, ce sont les thèses qu'on appelle sous-consommationnistes. Alors, les thèses sous-consommationnistes, c'est-à-dire que c'est un vocabulaire qui est hérité donc, du 19e siècle. Alors, nous avons parlé dans la séance précédente de la nature des crises. On pourrait utiliser ça, et on a dit que dès que des pays connaissent la révolution industrielle, émergent, les crises sont moins fragmentaires et de plus en plus des crises industrielles, les fameuses crises de surproduction, dont la dernière et la plus grande est pour l'instant la crise de 29. Ensuite, on passe sur autre chose, on l'avait expliqué. Et ces crises de surproduction, en fait, alors on peut dire que c'est des crises où il y a une offre globale qui est très abondante par rapport à la demande globale, mais ça c'est l'observation. Mais quand vous dites que l'offre globale est supérieure à la demande globale et que c'est une crise de surproduction, on pourrait très bien vous rétorquer que si l'offre est plus grande que la demande, c'est vrai, en même temps, il est vrai aussi que la demande est plus petite que l'offre, peut-être que en termes de causalité d'explication, la relation est plutôt dans l'autre sens. Et donc, si les crises sont bien étiquetées des crises de surproduction, au sens où, avec la révolution industrielle, on sait produire de plus en plus en grande quantité, mais la demande n'est pas alimentée suffisamment parce que les rémunérations, les salaires sont comprimés. Quand on dépasse le constat pour aller sur les causes, vous avez un ensemble d'auteurs assez différents, mais qui sont d'accord pour dire que la causalité explicative des crises de surproduction, c'est la sous-consommation. Au sens où
alors certes la production augmente, mais si la consommation avait pu augmenter au même rythme, il n'y aurait pas eu de crise de surproduction. Donc voilà pourquoi on parle en termes d'explication, hein, de crise de surproduction, d'explication sous-consommationniste, liée à la sous-consommation. Alors peut-être le premier qui est dans ce registre, c'est Karl Marx à la mi-19e siècle. Et donc Marx, il dit oui, les forces productives dans son vocabulaire se développent de plus en plus, et encore, oui, il n'avait pas vu ce que ça donnerait jusqu'à aujourd'hui, mais déjà il repère qu'avec les débuts de la révolution industrielle anglaise, Marx est quelqu'un qui part de Prusse, qui émigre vers la Belgique, qui va se retrouver à Londres en passant par Paris. Donc en fait, dans son parcours d'exil, si vous voulez, il traverse les zones où la révolution industrielle est la plus importante. Et donc, il voit se développer les appareils de production, hein, les ouvriers, la machine, l'importance du temps, la recherche de la productivité. Donc, voilà, il observe, il intègre dans son schéma. Et lui, il voit des crises de surproduction. Là aussi, tout le monde est d'accord. Mais dans son explication, il dit, eh bien, c'est la consommation qui ne suit pas. Alors, dans son explication purement marxiste, c'est là où l'étiquette Marx arrive, mais tout le reste est partagé, hein, c'est l'idée que, eh bien, c'est parce que les prolétaires sont exploités par les capitalistes que, eh bien, ils ont des salaires de misère et donc ils ne peuvent pas consommer et donc la production est plus grande que la consommation, l'offre globale est plus grande que la demande globale, si vous voulez. Donc c'est l'exploitation capitaliste et la faiblesse des rémunérations des masses laborieuses, hein, qui explique la faiblesse de la consommation et qui alimente donc des crises de surproduction. Hein. Donc c'est pas, il y a crise de surproduction moins parce qu'on produit trop que parce qu'on ne consomme pas assez pour utiliser tout ce qui est produit. Voilà. Et donc la révolution prolétaire chez Marx, suppression des classes, donc de la lutte des classes, amélioration de la situation des salariés, mais ce n'est pas le freinage de la production. Et le marxisme, ce n'est pas la décroissance. Au contraire, dans le schéma de Marx, on va produire comme jamais on a produit, comme aucun système n'est capable de produire, hein, celui, et mais simplement, il n'y aura plus de crise de surproduction parce que comme il n'y aura plus d'exploitation capitaliste et plus de classe, eh bien, la consommation sera à la hauteur de la production de l'appareil productif. Et donc, le communisme, les rares mots que Marx et Engels notent sur le mode de production communiste, c'est quasiment un mode d'abondance dont les plafonds de la peinture classique avec des angelots joufflus tenant des cornes d'abondance, hein, tout s'échappe, des pommes, des raisins, enfin vous voyez cette iconographie de la peinture classique, finalement, c'est soit le paradis terrestre pour les peintres, et soit c'est finalement le communisme pour Marx, c'est-à-dire un monde dans lequel on a aboli la rareté. Hein, voilà. Donc c'est paradoxalement, c'est à peu près le même nirvana, hein, la même aspiration, hein, au bout. Voilà. Donc thèse sous-consommationniste pour expliquer des crises apparemment de surproduction. Donc Marx, mi-19e, et également un autre auteur qui n'est pas marxiste, hein, pas du tout, mais qui a aussi des explications réelles des crises de surproduction, donc des explications liées au comportement des agents, des thèses sous-consommationnistes, c'est John Maynard Keynes, hein, dont on a déjà parlé dans la partie sur le chômage. Et donc Keynes est un économiste de l'entre-deux-guerres, hein, et Keynes, donc il rend hommage à Malthus, qui selon lui est un classique qui avait eu l'intuition, hein, des risques de l'insuffisance d'une demande sur l'équilibre économique, et un certain nombre d'autres auteurs comme Sismondi. Hein, voilà. Et donc la grande thèse de Keynes, c'est que généralement les économies sont en situation de sous-emploi
et donc parfois proche du plein emploi et en situation de crise lorsque on est en situation de sous-emploi. Et pourquoi est-on en situation de sous-emploi? Si vous vous souvenez de l'analyse du chômage chez Keynes, eh bien, c'est une insuffisance de la demande effective. Et donc, on est encore sur des thèses de sous-consommation. Hein. Et c'est peut-être l'excès d'épargne dans l'utilisation du revenu, c'est une consommation insuffisante, peut-être parce que, non pas parce que les gens n'ont pas les moyens, comme Marx, mais alors même que les gens ont les moyens, ils vont épargner plus plutôt que de consommer. Cela va alimenter une sous-consommation, une faiblesse de la demande, et au niveau des carnets de commandes des entrepreneurs, on va avoir des déséquilibres et peut-être une surproduction, mais liée à de la sous-consommation là aussi, hein, donc peut-être moins par une paupérisation, une exploitation capitaliste, mais davantage par des comportements sur le comportement d'épargne et de consommation, puisque chez Keynes, les individus, selon lui, ont tendance à épargner, d'autant plus, on avait parlé que les vues sur l'avenir sont dégradées, et donc les agents, selon Keynes, ont tendance à se prémunir face à l'avenir radicalement incertain en ayant des préférences pour la liquidité, c'est-à-dire en stockant davantage de la monnaie, en thésaurisant, hein, et donc toute chose qui se retrouve hors du circuit et qui n'alimente pas la circulation, production, consommation. Donc chez Keynes aussi une thèse sous-consommationniste, pas du tout marxiste, hein, mais qui insiste sur le fait que des crises peuvent arriver parce que des comportements d'agents économiques n'alimentent pas assez la consommation et la demande globale et cette demande globale ne se retrouve pas en phase avec l'offre globale, et à partir de là, on va avoir une situation de crise. Donc ça, c'est une sorte de première famille des thèses, en termes de crise, en termes d'explication réelle, les thèses sous-consommationnistes. Et vous avez aussi des thèses qui jouent moins sur la variable consommation, mais sur la variable investissement. Alors, là aussi, c'est une explication qui est très importante et qui, dans la confrontation avec les faits, a un pouvoir explicatif assez fort. Et donc, ce surinvestissement, alors à travers le jeu du mécanisme qu'on appelle l'accélérateur, je ne vais pas trop le détailler, hein, l'idée, c'est que l'investissement, c'est une question qui s'inscrit dans le temps, et dans le temps relativement long. Hein. La consommation, c'est sur des temps plus courts, donc là, on intègre davantage des décalages temporels entre le moment où vous investissez, où vous dimensionnez un appareil productif, une capacité de production, et les moments qui suivent où vous allez utiliser cet appareil productif. Et donc, c'est l'idée qui a été observée souvent que la consommation fluctue, alors plus ou moins suivant les époques. Aujourd'hui, c'est pas tellement hausse ou baisse, c'est augmentation plus ou moins forte. Hein, voilà. Donc les fluctuations ont un peu changé, mais les variations de consommation sont plutôt d'ampleur faible comparées aux variations de l'investissement. Et donc ça, c'est assez facile à observer sur des annuaires statistiques, et quels que soient les pays et les époques, vous observez que les variations de la consommation, il y en a plus ou moins, donc je dis à la hausse ou à la baisse, ou à la hausse plus ou moins forte, suivant les époques. Par contre, quand vous regardez les variations de l'investissement, ce sont des variations à la hausse et à la baisse, des variations souvent de très très grande ampleur par rapport aux variations de la consommation. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'expliquer les variations les fluctuations de l'activité économique et les moments de crise, avec l'idée que de petites fluctuations de la demande de biens de consommation peuvent générer des variations plus que proportionnelles, accélérées, de la demande de biens d'équipement, de l'investissement.
Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'accélération. Et donc cet effet d'accélération, il a été analysé par le français Aftalion, puis par l'américain Clark, hein, et ils ont beaucoup donc intégré les décalages temporels dans les prises de décision des entrepreneurs qui provoquent des fluctuations assez fortes de l'économie et dont certaines peuvent avoir ces fluctuations un caractère relativement amorti, c'est-à-dire que le désordre, si vous voulez, produit de l'ordre, mais à certains moments, des crises très très puissantes, puisque les fluctuations peuvent être explosives, comme on dit, c'est-à-dire aller de plus en plus forte, le modèle peut devenir complètement divergent, et à ce moment-là, on peut avoir des crises très fortes, voire des paniques. Voilà. Et donc, voilà, l'idée ici, c'est lorsque vous prenez une décision d'investir, vous le faites sur des anticipations de marché et de production à écouler. Et donc, ces petites variations de la demande de biens de consommation peuvent modifier très fortement vos anticipations. Ça peut se voir dans un prévisionnel, quand selon les valeurs que vous rentrez dans un compte de résultat, par exemple, dans un prévisionnel d'entreprise, suivant sur les quelques années devant ce que vous rentrez comme scénario d'évolution des ventes et du chiffre d'affaires, eh bien, ça peut changer complètement les prévisionnels par rapport à l'achat d'un équipement, d'une machine, un investissement. Voilà. Et donc, on voit que c'est des petites variations sur la demande de biens de consommation anticipés peuvent entraîner de lourdes variations sur la demande de biens d'équipement qui peut s'effondrer ou au contraire augmenter parce que l'investissement, c'est la variable la plus instable dans l'économie, c'est celle que les keynésiens étudient beaucoup comme étant la grande variable pour laquelle le futur est radicalement incertain, on avait dit, pour lequel les anticipations des entrepreneurs sont les plus instables. Et donc la politique économique, une de ses missions, avec le temps, on se rend compte que c'est d'essayer de créer un cadre le plus stable possible. Alors pas immobile, sinon il va être sclérosant, mais disons un cadre stable, des institutions de qualité qui rendent les choses plus prévisibles. En gros, c'est un petit peu l'enjeu. Donc, deuxième grande famille d'explications endogènes, les explications donc réelles, avec deux axes alors, qui peuvent se combiner. Et c'est ce qui fait la difficulté après de l'analyse de la conjoncture. C'est les thèses plutôt sous-consommationnistes qui peuvent à certains moments être plus ou moins présentes, et les thèses qui font jouer un rôle important au surinvestissement et au jeu de l'accélérateur d'Aftalion et Clark. Alors, pour compléter et conclure ce panorama des grandes explications de la crise, alors un peu à la limite, si vous voulez, est-ce que c'est vraiment à long terme finalement? Alors, c'est Schumpeter qui avait essayé de travailler sur des fluctuations courtes et finalement, il a trouvé beaucoup d'impasses et par contre, il a apporté quelques éléments importants, mais qui jouent plutôt à long terme. Donc, est-ce qu'à long terme, on peut encore parler de fluctuation ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des thématiques de croissance, hein? Bon, alors voilà, c'est vraiment une troisième famille d'explications ou un peu une ouverture, hein. Et donc, ça tourne autour du jeu des innovations. Alors, Schumpeter, c'est un auteur de la première moitié du XXe siècle et qui a, bon, autrichien, universitaire, ministre, banquier, qui s'est fin connaisseur de l'histoire de la pensée économique et qui a publié un ouvrage en 1939, Business Cycles, donc le cycle des affaires, hein. Et donc, il a tenté de bâtir une théorie des fluctuations, si vous voulez. Alors, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la dynamique du capitalisme, plutôt sur long terme, et il essayait également de faire une analyse de court terme. Mais
et de l'articuler avec le long terme, vous voyez. Et en fait, donc voilà pourquoi on met Schumpeter dans l'étude des fluctuations, mais en fait, ces études sur court terme ont débouché plutôt sur des impasses et on a gardé plutôt ces aspects sur le long terme, d'où le fait que je l'intègre un peu à la limite dans un cours sur des fluctuations de court moyen terme et que j'intègre Schumpeter, donc finalement la portée est plutôt sur le long terme. Hein, voilà, donc à manier avec prudence. Et donc, Schumpeter, pour expliquer les fluctuations de l'économie, donc c'est un peu la fin de la mode, de la tentation de chercher des fluctuations périodiques. Et donc, Schumpeter disait, bien, s'il existe des fluctuations périodiques de très court terme liées au mouvement de stockage et déstockage, s'il existe des mouvements périodiques de moyen terme, les cycles qu'on appelle de Juglar, alors les cycles d'affaires, s'il existe des cycles de plus grande ampleur, qu'avait tenté l'économiste russe Kondratiev, avec une périodicité de 50 ans, avec des mouvements de prix à la hausse, à la baisse. Donc, il y avait toute une littérature qui recherchait des fluctuations cycliques, des fluctuations périodiques. Et Schumpeter avait dans un premier temps essayé de bâtir une théorie générale des cycles, c'est-à-dire de voir comment on pouvait articuler les cycles courts, moyens et longs, au sens cycle, là, au sens de fluctuations périodiques. Et en fait, ça débouche assez rapidement sur une impasse, tout simplement parce que, je vous le disais, les progrès en mathématiques et en mathématiques appliquées font que, en gros, il n'y a plus que les croyants, et encore vraiment ardents, hein, fondamentalistes, qui pensent que les mouvements économiques se reproduisent avec une périodicité au sens où on ne ferait pas rougir un professeur de mathématiques sur la notion de périodicité. Vous voyez, même si une périodicité en moyenne avec un petit écart type, mais bon, dans les faits, c'est même pas qu'il y a un grand écart type autour de la période moyenne, c'est qu'on a tout et n'importe quoi. Hein. Donc, si vous voulez, ce côté, bon, c'est la recherche, hein, cet aspect de Schumpeter cherchant à bâtir une théorie globale des différents cycles périodiques avec des périodes plus ou moins courtes, plus ou moins longues, va être donc une impasse. Voilà, sur certains qui n'ont pas encore compris. Et il ne reste par contre que la logique longue, pardon, et donc c'est ça qui est important et qui reste de Schumpeter. Et Schumpeter, en fait, si fluctuation il y a, en fait, il trouve des mouvements très très longs, ce qu'on appelle des ondes longues, voilà, un peu comme les mouvements dans les fluides, là, c'est-à-dire avec un tempo qui est pas loin de retrouver celui des révolutions industrielles, oui, donc un rythme séculaire, hein, pratiquement, quoi. Alors, pas au sens d'une périodicité, mais vous voyez, mais on est limite plus sur la crise, on est sur la croissance et du développement, mais voilà, il explique des mouvements, alors par le jeu de l'innovation et en particulier des entrepreneurs innovateurs. Et donc, pour Schumpeter, ce sont certains chefs d'entreprise qui ne se contentent pas de reproduire ce qui existe déjà, mais qui vont défricher des terrains particuliers, qui vont innover, qui vont mettre en œuvre ces innovations, qui la plupart du temps vont échouer, hein, parce que le bouillonnement d'idées est rarement couronné de succès. Hein. Et pourtant, ce bouillonnement est nécessaire et il faut l'encourager, parce qu'il n'y a que de là que sortent les idées. Regardez les vaccins, hein, des projets de vaccins, il y en a eu dans tous les sens, avec tout un tas de... Alors, pas n'importe quoi, mais enfin voilà, il y a quand même tout un fourmillement à propos du vaccin et du Covid. Hein, vous avez tout ce qu'on appelle un fourmillement des idées, certaines qui têtent des hypothèses, et finalement l'essentiel des projets pour l'instant ont échoué. On a quelques vaccins qui surnagent. Alors certains poussent des grands cris, ne comprennent pas, mais pourquoi on n'a pas un vaccin français, pourquoi on n'a pas ceci, cela et ça. Non, le miracle, c'est qu'on ait aussi vite des vaccins efficaces, et n'en déplaise aux antivax. Hein. Et voilà, et c'est ce bouillonnement d'idées qui fait que pour l'instant, l'essentiel des projets ont échoué, quelques-uns ont surnagé, et on s'en félicite.
Et alors, ça ne veut pas dire que les idées qui n'ont pas débouché pour la vaccination actuelle sont des idées complètement mortes, mais ça veut dire que voilà, peut-être que certains resteront lettres mortes, certains vont être retravaillés et peut-être vont déboucher sur peut-être, je sais pas, un vaccin qui sera efficace sur le sida dans 2 ou 3 ans, grâce à des succès d'un côté et des erreurs à un moment donné, mais qui ont permis d'apprendre. Et voilà, quand je lisais là, en préparant ce cours dans la presse, qu'il y a un laboratoire, une start-up de biotech, la française, qui certes n'est pas sortie avec un vaccin, un candidat vaccin au tempo des Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson, mais qui est sur des choses a priori aujourd'hui assez prometteuses sur des vaccins dits ARN qui reprendrait cette technologie et qui permettrait à la fois de s'adapter très vite au Covid-19, mais peut-être à d'autres formes. Enfin, ils sont sur d'autres types de maladies voisines et peut-être que là sera ce vaccin qui n'était pas au rendez-vous sera peut-être le candidat vaccin de l'avenir. Voyez, donc c'est l'idée qu'on reprend chez Schumpeter de ce fourmillement d'innovation, de l'importance qu'il y a un écosystème économique, social et politique permettant la prise de risque, et donc pas trop de précautions, juste ce qu'il faut, hein, mais voilà, sinon on a des sociétés qui se sclérosent. Et, euh, et donc l'entrepreneur innovateur est chez Schumpeter une sorte de héros, hein, en quelque sorte, donc qui prend des risques, qui innove, qui défriche de nouveaux terrains, qui au moins dans 9 cas sur 10 va se planter, mais c'est nécessaire. Tout ne sera pas dans ces 9 cas sur 10 de l'échec, ce sera peut-être des succès futurs, hein, où ça aura permis de fermer des portes aussi sur des hypothèses qui font que d'autres portes vont être ouvertes et développées. Et donc, à partir de là, ce mouvement brownien, un peu ce fourmillement d'innovation, peut, à court terme aussi, hein, provoquer des fluctuations au sens où des projets vont être financés, on va mettre de l'argent sur la table et puis ça va être en pure perte alors que d'autres vont déboucher. Et donc ça peut créer des fluctuations, alors qui seront, si on s'intéresse aux innovations qui surnagent, aux innovations radicales qui surnagent, qui alimenteront des mouvements de long terme, mais il y a aussi un impact sur toute l'activité de recherche, succès, erreurs, faux espoirs, qui a des retentissements sur un temps plus ou moins court ou moyen terme, disons. Et à partir de là, on trouve, voilà, malgré tout sur un temps plutôt long, hein, le jeu de ce comportement d'innovation, de recherche, d'essais, erreurs, succès, échecs, qui génère des fluctuations de l'économie. Et sur long terme, nombre d'auteurs disent que ce sont là les forces essentielles, hein, que ce sont les, les mouvements parmi les plus importants qui expliquent les fluctuations de l'activité économique qui sont les plus déterminantes et, qui sont des explications de nature en grande partie endogène, hein, puisque c'est le comportement des entrepreneurs, c'est le comportement des États, des sociétés qui sont frileuses, qui sont plus audacieuses, des institutions qui sont adaptées, pas adaptées, des financiers qui osent ou qui sont frileux. Donc on a des comportements des agents économiques qui vont expliquer, donc on a quelque chose d'endogène dans ces mouvements. Et puis on a aussi des choses qui peuvent être exogènes, c'est-à-dire des fois l'innovation peut venir du hasard, d'un phénomène plutôt extérieur. Alors bon, il ne faut pas exagérer la frontière entre exogène et exogène, mais on a là une troisième type qui peut mêler à la fois des comportements des choses très endogènes et puis des aspects plus, plus exogènes, hein. Et vous voyez, je pense là, qui est récemment sorti, alors, je ne sais pas si à se voir, il y a un ouvrage là qui est peut-être un peu aride pour le commun des mortels, mais le pouvoir de l'action créatrice, c'est le concept schumpeterien, hein. Et donc, Philippe Aghion, qui est professeur au Collège de France, un économiste important sur ces questions-là, donc étudie, avec des co-auteurs, hein,
ces questions depuis longtemps. Et dans cet ouvrage, c'est un peu une somme il y a des parties qui sont lisibles et un peu grand public, cultivé, mais il y a des parties un petit peu plus arides peut-être, mais c'est un petit peu une sorte de recension, de propos d'étape sur ce que l'on sait aujourd'hui, sur la dynamique des économies, sur le pouvoir de l'innovation, sur le rôle des institutions, sur le rôle des inégalités, sur les voilà, pour cette dynamique des économies. Et voilà, c'est assez stimulant. Et donc là, on a des explications, alors sûrement pas des explications très très courtes comme les explications qu'on a pu voir précédemment, mais on a des explications qui, sur moyen et long terme, donc à la limite des fluctuations, proprement dites, plutôt sur la croissance, vont nous expliquer des ondes longues. Et donc ce concept de destruction créatrice, cette idée que, alors c'est pas qu'il faut faire table rase du passé pour bâtir un monde nouveau, mais c'est l'idée qu'au cours du temps, il y a des activités qui peuvent être motrices tout simplement, et puis qui s'essoufflent pour différentes raisons, et d'autres activités prennent le relais, et entre les deux, eh bien, vous avez, dans ce passage de témoin, vous avez souvent un mouvement de crise, et on retrouve l'idée de la crise comme le dieu Janus bifront, c'est-à-dire cette crise à double face, où d'un côté, la crise est un état pathologique, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui ne va pas, qui s'épuise, il y a des choses qui posent problème, voilà, qui sont en crise au sens où ça va pas, ça va mal. Et puis, il y a un monde qui, pendant la crise, est en train de surnager. Alors, ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Voilà, et donc, beaucoup d'économistes et de penseurs nous disent qu'actuellement, depuis 40-50 ans, on est sur une transition entre un monde hérité de la fin du 19e siècle, qui a tenu jusqu'aux années 60-70, et un monde qui reposerait sur d'autres principes, d'autres activités motrices, voilà, sur la croissance. Et donc, vous voyez bien qu'on est sur des ondes longues, on n'est pas sur de la fluctuation, pourquoi la bourse monte ou descend, voilà, si tant est qu'il y a une explication, on est sur des choses qui ont un peu plus de souffle, voilà. Et donc, alors on est bien sûr à la limite des fluctuations de court moyen terme, mais je vous dis, on se retrouve avec ces choses-là parce que Schumpeter cherchait à bâtir une théorie globale des fluctuations de court, moyen et à plus long terme, et finalement, c'est la partie long terme qui a surnagé, donc un peu à la limite, voire hors jeu par rapport aux fluctuations plutôt de court et moyen terme. Mais voilà, c'est parce que ces velléités d'intégrer des explications de court et moyen terme, surtout avec régularité, qui sont tombées à l'eau. Donc, voilà pour cette séance sur une sorte de panorama des explications des crises. Et donc, fort de ce panorama d'explications, fort du grand A, du vocabulaire sur les crises, et du grand B sur la nature des crises, nous pourrons, lors de la séance prochaine, eh bien, faire un peu notre marché dans ces notions-là et essayer de voir est-ce que la crise Covid, du point de vue économique en tout cas, ressemble à des choses, des formes déjà vues, ou a-t-elle une originalité économique, et si oui, laquelle? Voilà, c'est le suspense insoutenable jusqu'à la semaine prochaine.